Alors, en introduction ce matin, Stanislas avait commencé en donnant la liste de toutes les fractures possibles et imaginables, en expliquant qu'elles sous-tendaient le programme de la journée. Et alors, il a dit que chaque orateur allait analyser une de ces fractures et proposer des solutions pour les surmonter. Et donc, pour arriver à la conciliation, de fracture à conciliation. Donc, il montrait là la parfaite cohérence du programme. Ça donnait même l'impression que c'était le programme le plus cohérent que Transmutation ait jamais proposé. Maintenant que les exposés allaient démontrer cette parfaite cohérence, c'est ce qui restait à vérifier. Jean-François Colosimo, ce matin, a dit qu'au fond, ce qui caractérise l'Occident, c'est le retour critique sur soi. Eh bien, parfait. Allons-y. Ayons un retour critique sur cette journée, avec un peu d'humour aussi, et donc que personne ne se sente visé ou blessé par ce que je vais dire. En tout cas, blessé, non. Visé, ce n'est pas exclu. Ce sera subjectif, ce sera partiel, ça n'engage que moi. Et puisque le programme était parfaitement organisé, je ne vais pas le suivre. Je vais commencer par Rachel Kahn. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a dit du bien des organisateurs. Elle a dit qu'elle a accepté de venir à cause du mot transmutation, qu'elle a compris comme transmission de la mutation. Je dois dire que nous n'y avions jamais pensé, mais c'est une très bonne idée qu'on va retenir. Et ensuite, elle a remercié les organisateurs pour l'ordre de passage. Bon, elle a expliqué que nous vivions dans une société de division parce que nous ne parlons plus la même langue. Et au fond, ce dont elle parle, c'est la question de savoir comment dans nos sociétés, nous sommes mis dans des cases. Nous mettons dans des cases, en particulier les autres, sur base de leur langue, leur couleur de peau, leur pays d'origine, leur religion, whatever. Et les mots sont les outils de cette mise en case, mise en boîte, mise en tiroir, si vous voulez. En fait, c'est tout à fait normal. Les mots, c'est ça. Les mots, ce sont des mises en case, ce sont des catégorisations, avec deux caractéristiques. Ils sont toujours réducteurs par rapport à ce qui est désigné, on va y revenir, et ils sont aussi le résultat d'une histoire, de l'expression d'une culture, et par là, ils sont porteurs de jugement. Rachel Kahn en a donné des bons exemples, racisés, afro-descendants, c'est ça qu'en fait elle a expliqué. Les mots sont aussi porteurs de jugement dans le non-dit. C'était le cas de vivre ensemble. Si on l'invoque, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et au fond, dans son introduction, quand Stani a terminé en disant que le sujet du jour, c'était, je cite, défendre les valeurs du vivre ensemble de notre commune humanité, bon, il y a beaucoup de non-dits dans cette phrase. La conclusion de Rachel, c'était qu'il faut se connaître pour savoir aller vers l'autre. Il faut être dans la conciliation, dans les mots qu'on choisit. Et en réponse à une des questions après, elle a dit « Avoir une parole juste permet de faire grandir notre humanité ». C'est une très belle phrase, ça. Et puis est venu Philippe de Sertine. Alors Philippe, il a tout mis à plat. Bon, c'est normal pour quelqu'un qui prône l'horizontalité. Et il a dit qu'il s'est inscrit dans une vision long terme, mais sans préciser le terme. Il a listé 4 fractures fondamentales qui caractérisent notre monde aujourd'hui. Le dérèglement climatique, la fin de la civilisation industrielle, le changement de leader mondial au profit de l'Asie et la fracture scientifique. Je ne vais pas revenir sur le contenu de chacune de ces fractures, vous l'avez suivi aussi bien que moi. Et quand il est arrivé à fracture scientifique, il a dit « c'est ce qui permet de basculer la journée dans l'optimisme le plus absolu ». À voir, donc... 4 fractures, je pense qu'on peut être tous d'accord. Mais en fait, ces 4 intitulés, ce sont aussi des mises en case. C'est une mise en catégorie. Comme s'il s'agissait de dynamiques distinctes, alors qu'en fait, elles sont fortement interconnectées. Donc restons quand même attentifs au danger de simplification qu'une telle catégorisation peut faire courir. Puis vient Jean-François Colosimo. Alors, Philippe de Sertine avait dit qu'il faut changer de modèle, option absolument radicale. Et Jean-François commence en disant « Nous assistons au retour du religieux des grands empires, de la violence et de la barbarie. » Bon, entre changer de modèle radicalement et retourner au passé, bonjour la cohérence du programme. Par contre, Philippe de Sertine avait dit
Troisième fracture, changement de leader mondial au profit de l'Asie. Et là, on retrouve bien évidemment le propos de Jean-François qui liste les 5 puissances unies dans la volonté de supprimer, éradiquer l'Occident. Khamenei, Erdogan, Poutine, Modi, Xi. Avec le portrait qu'il en a fait, je ne suis pas sûr que nous ayons tous envie de partir en vacances avec eux. Changement de leader mondial au profit de l'Asie. Au fond, Philippe de Sertine le voyait surtout sous un angle économique et politique. Et Jean-François Colosimo donne un contenu idéologique, philosophique, religieux, on peut même dire civilisationnel. Et il inscrit cela dans l'histoire, et il a bien expliqué comment, devant la puissance occidentale, ces pays décident d'adopter en fait les modes de l'Occident, sauf le mode politique, sauf la démocratie, c'est très important. Alors il a expliqué tout ça parce que pour ces pays, c'était adopter la modernité. La modernité, c'était s'occidentaliser, mais sans la démocratie, puisque les élites de ces pays voyaient dans l'occidentalisation l'instrument de pouvoir des élites en place. Alors il a dit des choses très intéressantes, notamment sur cette espèce de pseudo-religion d'État dans certaines, notamment en URSS, qui programmait le jour glorieux. Alors il a dit, les religions aussi en parlent, mais les religions sont prudentes, elles ne disent jamais quand ça va arriver. Tandis que, je crois que c'était en URSS, Jean-François, ton exemple, en 1935 ou 1955, je ne sais plus, tout le monde mangera à sa faim. On a vu. Ça me rappelle quelque chose en Belgique du même genre. Tous bilingues en l'an 2000. Comme quoi les prophéties ne sont pas toujours autoréalisatrices. Bon, il a beaucoup parlé de la place de la religion, justement, parce que l'opposition à l'Occident, c'était l'opposition à un Occident perçu comme areligieux, et donc s'opposer à l'Occident, c'est automatiquement jouer la carte de la religion. Il a très bien expliqué ça. Il a pas mal parlé du sens du mot Occident, un mot au contenu fluctuant, flou, mais c'est vrai aussi pour modernité, empire, universel, un mot qui est beaucoup revenu aujourd'hui. Tous ces mots au contenu très très difficile à définir. Et en réponse à la question de savoir ce qu'on pouvait faire, de savoir quelle attitude on pouvait adopter face à ce changement global, il a dit que le plus important, c'était de ne pas accepter le mensonge. Parce que le mensonge, justement, c'est l'écart, c'est la discordance entre le mot et la réalité. C'est un message important pour transmutation, je pense, parce que transmutation, vous le savez, n'est pas dans l'action, même si, comme Jean-François l'a dit, si les soldats de Poutine étaient à quelques kilomètres, on réagirait peut-être différemment, mais transmutation, en fait, n'est pas dans l'action, il est dans la parole, il est dans l'analyse. À condition, évidemment, que cette parole dise la vérité. Par exemple, quand Jean-François dit qu'un expert français, que je ne vais pas nommer, qui s'est exprimé sur la religion aux États-Unis, est incompétent, ça a le mérite d'être clair. C'est bien de dire la vérité. Ce qui nous amène à Emmanuel Tourpe, que Yolan a présenté comme un penseur communicant. Et là, on se dit que les mots, de nouveau, vont avoir de l'importance. On n'a pas été déçus. Donc Emmanuel s'est inscrit dans un registre médical, symptômes, diagnostics, pharmacie, guérison, remèdes. Maintenant, je vais vous faire une petite confidence, en fait. Le registre médical, moi, j'y étais depuis le matin. Parce que chaque fois que je tapais le mot Colosimo sur mon iPad, le correcteur me proposait coloscopie. Comme quoi, c'est une question d'âge de l'iPad. Comme quoi, il n'est pas difficile de transformer une brillante assemblée en groupe de potache. Le pouvoir des mots. Voilà. Donc Emmanuel est parti du constat que notre époque est malade, c'est un understatement, que c'est une maladie de la modernité, un cancer philosophique, et il a même expliqué que la modernité est génétiquement malade parce qu'elle est basée à la fois sur un universalisme niant les spécificités et sur une liberté conçue comme un bien individuel. C'est très intéressant cette analyse. Il a dit qu'il y avait des alarmes depuis 200 ans, mais qu'on n'en a rien fait. Il propose une bibliothèque de remèdes. C'est fou le nombre de gens qui ont parlé de livres et de bibliothèques aujourd'hui, je m'en réjouis. Bibliothèque de remèdes de nature différente, récits, sport, débat politique, d'où l'importance des médias, confiance, sens de la mesure, un nouveau sens de l'universel, changement de pratiques individuelles pour changer le monde. Mais tout cela, dit Emmanuel, ça ne forme encore qu'une parapharmacie. Ce qu'il faut, c'est agir tous, que la minorité silencieuse reprenne la parole et passer du contrat social au contrat moral entre personnes, mettre en avant le nous et l'amour. On retrouve peut-être là un écho de l'horizontalité de Dessertine d'ailleurs.
Et je vais faire ici une deuxième entorse au programme. Je vais passer directement à Jean Birnbaum. Quand Maïté l'a présenté, elle a dit que la leçon de Jean, c'était une ode à la nuance, au courage et à la sincérité. On ne pourrait pas être plus en ligne avec les exposés précédents. Jean-François Colosimo avait dit que l'important est de ne pas accepter le mensonge, et Jean Birnbaum nous rappelle que seule la vérité est révolutionnaire. On voit bien la ligne. Il explique justement que la nuance, c'est refuser les visions simplistes, refuser les analyses manichéennes, être au plus près du réel. Le réel est souvent nuancé, pour ne pas dire qu'il est toujours nuancé. Mais les mots, une fois de plus, sont des catégorisations. Les mots sont réducteurs par rapport à cette nuance du réel. La nuance est liée à l'éthique du franc-parler. Elle n'est pas du tout un propos lénifiant. Il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont, plutôt que croire que taire les différends va conduire au rapprochement ou à la conciliation. C'est aussi une leçon pour transmutation. Cela étant, ce n'est pas facile à intégrer pour nous, ça. Parce que la nuance pour Jean, c'est dire les choses telles qu'elles sont, ce que nous appelons, nous, dans notre langue de tous les jours, ne pas faire dans la nuance. Mais les propos de Jean Birnbaum me font réfléchir à l'intervention de Salomé. C'est pour ça que je les ai intervertis dans mes conclusions. À Transmutation, depuis plusieurs années, nous donnons la parole aux jeunes. C'est important, c'est positif, mais à titre personnel, j'en tire souvent un sentiment mitigé. Pas du tout à cause de ce que ces jeunes disent, au contraire. Même si je les trouve incroyablement bien élevés, polis et bienveillants à l'endroit des moins jeunes. Peut-être est-ce par peur de mettre le doigt sur le différent, ce qui relèverait pourtant, comme l'a expliqué Jean, de la nuance. Mais pour moi, la parole des jeunes, c'est toujours un appel à ma responsabilité. Mais la responsabilité, ça ne peut pas se limiter à battre notre coulpe ou dire, comme un certain président français boomer, que nous laissons aux jeunes une triple dette. C'est vrai, évidemment. Et après ? Tout se passe comme si nous nous contentions de reconnaître notre culpabilité pour nous donner bonne conscience en laissant aux jeunes la patate chaude, c'est le cas de le dire quand on parle de réchauffement climatique. C'est un peu comme dire que tout va mal, mais que la science, la fameuse fracture scientifique, va tout régler. Et je pense qu'on a déjà entendu dire ça. Salomé explique bien la difficulté. Les jeunes sont divers, ils sont minoritaires, ils n'ont ni les leviers ni les manettes, mais ce sont eux qui subiront les conséquences. Il faut les intégrer, les considérer, et pour cela, il faut les connaître et ne pas se contenter d'une étiquette jeune. Donc, soyons attentifs au danger des mots cases, des mots catégories. Un jeune, les jeunes, la jeunesse, c'est plus compliqué que ça. Il faut être plus nuancé. Il faut une prise de conscience, dit-elle, du degré de gravité, et il faudra changer de modèle. On rejoint là la leçon de Philippe de Sertine de ce matin. Elle a évoqué l'anxiété des jeunes devant la crise climatique, la situation économique, le contexte géopolitique. On rejoint la leçon de Jean-François Colosimo de ce matin. Il faut de l'écoute, de l'empathie et se sentir responsable d'eux. Et on rejoint là directement le thème de l'amour de Emmanuel Tourpe. Quant à Claire, c'est très difficile de parler après cette extraordinaire performance. Les mots seraient vraiment trop réducteurs par rapport à la beauté des sons, des notes, de la musique, mais surtout du message sans mots que cette musique transmet. Un message tellement fort qu'il calme la douleur, apaise, transforme et participe au traitement thérapeutique. Un seul mot peut-être. Merci. Je vais conclure mes conclusions en 2 petits points, mais avant ça, comme je le fais chaque fois, je vous demande de remercier toute l'équipe, mais en particulier Stanislas, parce que croyez-moi, sans Stanislas, il n'y a pas de transmutation possible. C'est lui la cheville ouvrière pendant toute l'année. Il faut vraiment le remercier. Voilà. Alors, je termine en 2 petits points. Donc, Philippe de Sertine avait commencé, je vous l'ai dit, en s'inscrivant dans le long terme. Eh bien, je vais faire la même chose. Et comme lui, je ne vais pas vous dire quand est ce long terme. Premier point. Dans un fantastique livre, qui est en fait son testament, son autobiographie, ses mémoires,
et qui s'appelle Rapport au Gréco, un livre que Jean-François connaît sûrement bien. Nikos Kazantzakis, ce très très grand écrivain grec d'origine crétoise, raconte une petite histoire qu'il met dans sa propre bouche quand il était jeune, donc, avec un ami. Devant les difficultés du monde qu'il traverse, on est après la Première Guerre mondiale, là, l'un des deux jeunes dit à l'autre « Mais alors, il n'y a vraiment pas un animal qui soit capable d'être à la fois puissant et bon, qui soit capable à la fois d'éviter de se faire manger par les autres, tout en arrêtant de manger les autres. » Et l'autre lui répond « Non, cet animal n'existe pas, ou plutôt pas encore. Mais il y a des milliers et des milliers d'années, un animal s'est mis en route pour engager cette transformation et pour arriver à ce résultat. Et quel est cet animal, dit l'autre? Le singe, mais il n'a pas encore achevé sa marche. Je crois que nous devons encore nous améliorer. Deuxième point. Rappelez-vous, je vais faire comme Emmanuel Tourpe. Nous sommes en 1797 à Iéna. Eh bien, je vais faire comme lui. Nous sommes en 3024. On découvre dans les ruines d'un château ferme les restes calcinés du programme d'un séminaire qui rassemblait les plus grands esprits de l'époque. Bon, c'est de la science-fiction, ne vous faites pas d'illusions. De quoi parlaient-ils? Quel était leur sujet? Quelles étaient leurs idées? Il ne reste que quelques mots des titres de chaque exposé pour se faire une idée. Le grand Occident à l'épreuve des mots. Rêver, agir, sois jeune, courage. Merci à tous. Merci Bernard, comme chaque année, tu es bluffant. Merci à vous tous d'abord d'avoir assisté, de nous avoir fait confiance et d'avoir été présents, même avec parfois un peu de chaleur en trop. Merci surtout à tous nos orateurs. Vous avez vraiment éclairé, inspiré, challengé, secoué et je pense, comme le dit Bernard aussi, sans doute poussé à l'action. Donc merci beaucoup pour ça. Merci aussi à toute l'équipe et un merci spécial pour Christelle, parce que c'est elle aussi qui reçoit et qui organise une grande partie de cet événement. Merci aux techniciens et aussi à celui qui a mis en page cette superbe brochure. Et merci à tous nos parrains, parce que sans les parrains, il n'y a pas de transmutation. Voilà, je vous souhaite... Donc, petite chose pratique, on a le cocktail maintenant. On va passer à table à 19h45, puisque l'objectif aussi, c'est comme chaque année de terminer tôt. Donc, 22h30 au plus tard, ça sera terminé. Petit rendez-vous, petite information aussi, rendez-vous à l'équipe ici à l'extérieur, on a fait une petite photo de groupe. Et voilà, sinon, bien, profitez de cette soirée.